Aujourd'hui, la thématique que l'on aborde, c'est addiction et personnes âgées. Est-ce que déjà, au niveau du son, est-ce qu'au niveau du son, c'est tout bon, tout est OK, vous m'entendez bien? Parfait, super. Alors, je vais faire une petite introduction, puis après, je laisserai notre invité, du coup, faire sa présentation. Euh, alors, personnes âgées et addiction, c'est plutôt un sujet tabou, manque de connaissances, difficulté de prise en soin ou d'orientation dans les addictions chez la personne âgée. C'est souvent peu questionné ou alors mis parfois au second plan derrière des problématiques somatiques qui sont souvent bien complexes. Pourtant, et d'autant plus avec le vieillissement de la population, il s'agit aujourd'hui d'un réel problème de santé publique. Alors, alcool, médicaments, tabac, opiacés, comment comprendre et accompagner les personnes vieillissantes dans leurs addictions? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec le docteur Léglise, qui est du coup médecin référent du réseau 34, médecin à l'UTDT XAPA du CHU de Montpellier, qui accompagne donc depuis de nombreuses années les sujets âgés sur ces questions. Déjà, merci à vous de votre présence sur ce matin, parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé, donc de votre disponibilité. On est très content de vous accueillir. Et je vais vous laisser du coup la parole pour prendre la suite. S'il y a des questions, je ne sais pas ce que vous préférez faire, si c'est au fur et à mesure ou si c'est à la fin. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire en termes de logistique. Je pense que c'est plus au fur et à mesure, Allez. parce que j'ai un gros défaut, c'est que je prévois toujours trop. Ah ouais, Et, et donc, c'est dans le trop, évidemment, en addiction. Donc, il vaut mieux que ce soit interactif, comme si on était au café. ok, Voilà. très bien. Donc du coup, voilà, donc n'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent intervenir à soit passer par le chat, soit, vous savez, essayer de lever la main pour que j'essaye de vous voir. Alors, je n'arrive pas à vous voir tous avec le partage d'écran, mais voilà, à vous manifester d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous demande juste d'éteindre vos micros, enfin couper vos micros, le temps de la présentation pour éviter les bruits parasites. Voilà. Et puis, sinon, je pense que le PowerPoint, on pourra l'envoyer, juste à mon avis, dans les mails et dans le replay après. Oui, puis évidemment, vous pouvez l'envoyer en format PDF. Je vous l'ai envoyé Voilà, exactement. Donc, au super. cas où il y a des problèmes techniques. Super, voilà, nickel. Allez, je coupe mon micro, je vous laisse la parole. Ok, merci de m'avoir invité. Donc, je ne suis pas trop l'habitude là de ces histoires de Zoom, mais je vais essayer de me débrouiller. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la prise en charge des personnes âgées et des addictions. Je suis d'abord un praticien hospitalier en XAPA depuis une vingtaine d'années. Et donc, comme on dit, les patients vieillissent avec leurs médecins. Et donc, on a un certain nombre de personnes âgées en prise en soins. Et puis, on s'est intéressé au niveau du réseau 34 Addictologie depuis quelques années sur cette question-là et on a eu à travailler et on travaille encore avec la filière gériatrique et tout ce que ça comporte d'intervenants. Alors, addiction et personnes âgées, c'est un terme qui risque de prêter à confusion puisque quand on parle de ça, on a des représentations et c'est plutôt usage de substances et conduite addictive et personnes âgées pour voir un certain nombre de choses. Je vous ai mis un certain nombre de tableaux avec une difficulté à retrouver des femmes âgées qui consomment. C'est encore un autre élément compliqué. Quelques vignettes cliniques vues au niveau du XAPA. Je commence par Léon, qui a 70 ans, qui est un ancien SDF, qui est en traitement méthadone depuis 18 ans, qui a arrêté les injections de Skénan depuis 2 ans. Il a un usage massif de cannabis. Il a repris depuis 6 mois des consommations de crack fumé dans l'établissement dans lequel il est, ce qui occasionne évidemment des difficultés. Maria, 65 ans, sortante de prison pour 6 mois. Elle est vue pour la continuité du TSO par Subutex. Marc, 72 ans, un PDG, donc à la retraite, qui est venu nous voir de Suisse, très inquiet parce qu'il prend du Stilnox depuis une trentaine d'années.
D'abord pour dormir, et puis petit à petit, il s'est rendu compte que ça lui permettait de gérer le stress important lorsqu'il était PDG. Et actuellement, il est à 4 comprimés par jour. Il est très inquiet parce que la prescription du Stilnox se resserre un peu. Et donc, il a peur d'arrêter, de mourir, de faire une crise d'épilepsie. Jules, 70 ans, il consomme depuis 30 ans de la cocaïne fumée, entre 1 et 3 grammes par jour. Il est près, j'allais dire, du trafic, et donc il n'a pas trop de problèmes pour se fournir. 70 ans, donc Francette, problème avec alcool, 1 litre de rosé, angoisse, prédélirium très mince nocturne. Elle fait un sevrage ambulatoire et elle fait un virage maniaque et elle est prise en charge au niveau psychiatrique. Gérard, 70 ans, donc addiction aux jeux, des jeux d'argent, PMU, Keno, Casino. Il a une dette de 35 000 euros et toute sa retraite et ses économies y passent. Il a mis en gage sa maison. Nicolas, 70 ans, ancien travailleur social, il prend 5 comprimés de Temesta depuis 20 ans, une bouteille de vin, 1 litre de bière, se plaint de fatigue, de nausées, de dépression, de troubles mnésiques. Il dit que l'alcool l'effraie et l'angoisse, mais qu'il aime le goût de l'alcool. Et puis Marie-Angélique, 70 ans, adressée par un neurologue pour un problème d'alcool, problème de conduite automobile et problème cognitif. Elle fait donc un sevrage, on l'accompagne pour un sevrage, elle fait un switch sur des boissons sucrées, Coca-Cola pour pas le nommer. Et puis 3 ans après, son mari fait lui aussi un sevrage d'alcool pour l'accompagner. Voilà, une petite palette pour vous montrer la diversité des rencontres qu'on peut avoir sur des personnes âgées différentes. Et évidemment, on a un biais de sélection puisqu'on est dans un XAPA et donc on s'adresse à nous pour des avis entre guillemets spécialisés. Et en plus, on est à l'intérieur du CHU, ce qui fait qu'on a des orientations de spécialistes divers et variés. Alors, il y a de nombreuses questions autour de ce thème. Je ne vais pas toutes les aborder, mais c'est juste un peu pour les lister. Le lien entre vieillesse et addiction, vieillesse, alcool, dans quel contexte on intervient, comment mesurer la gravité. Et c'est là où on n'est plus du tout dans les mêmes normes de gravité. Depuis quand? Qu'en est-il des modèles théoriques, puisque la recherche de sensation de prise de risque qui fonctionne à l'adolescence, là, ne fonctionne plus tellement. Comment repérer ces addictions? Avons-nous des outils adaptés et validés qui évaluent? Comment aider? Et la grande question de toujours, j'allais dire, des soins addictologiques spécifiques ou des soins gériatriques adaptés. Ce que vous savez déjà, donc, c'est que l'usage de substances accélère le vieillissement cognitif des adultes et donc on peut le représenter ainsi, c'est-à-dire que la question de la fragilité est multifactorielle et les addictions ou les usages de substances psychoactives qui participent de l'environnement mais aussi de la pathologie vont aggraver ce déclin et cette perte d'autonomie. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Deuxième notion, les personnes âgées ont une beaucoup plus grande sensibilité aux consommations et aux conduites addictives, et ce qui explique d'ailleurs que on est dans des quantités bien moindres et pourtant on a des conséquences importantes. Première modification physiologique, je vais faire vite, c'est une diminution du volume de distribution et une diminution des capacités du foie à désintoxiquer. Et donc, à quantité égale, l'alcoolémie va être beaucoup plus élevée et va rester beaucoup plus longtemps avec des effets d'ivresse beaucoup plus forts. Et donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver des quantités qui nous paraissent basses, mais qui vont avoir des conséquences importantes. Deuxième élément propre chez les seniors, des modifications environnementales, donc le départ à la retraite, l'isolement, les maladies, la maladie du conjoint, le décès des proches, qui vont entraîner donc des stress répétés. Et on sait que les stress répétés sont facteurs favorisants pour la mise en place de conduites addictives. Et puis les modifications psychologiques, une période où il y a de nombreuses pertes, il y a parfois de l'ennui, il y a souvent de la souffrance psychique, et l'alcool peut être utilisé comme une béquille, un anesthésiant par rapport à cette période, mais ne pas oublier aussi que l'alcool peut être un objet d'intégration sociale
Je m'explique avec une petite vignette. Une dame donc arrive dans sa maison de retraite, ne connaît personne et se rend compte qu'au bout du couloir, un peu tous les soirs vers 18-19 heures, il y a un groupe de dames qui se réunit chez une et en fait, elle va prendre l'apéro, le muscat, pour s'intégrer dans ce groupe-là alors qu'elle n'a jamais bu de sa vie. Donc une façon de rentrer en relation avec un groupe dans un établissement où elle ne connaissait personne. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de l'épidémiologie des usages? C'est compliqué d'avoir des chiffres. Sur l'alcool, donc très clairement, il y a moins de consommation quotidienne, ça diminue. Il y a une augmentation des consommations à risque ponctuel et une dépendance qui est surtout masculine encore actuellement. Le tabac, l'arrêt du tabac se fait autour des 40 ans, donc il y a beaucoup d'ex-fumeurs et on a un effet de génération chez les femmes, donc on a plus de femmes actuellement seniors. Et puis le cannabis, on retrouve dans le baromètre santé qui a introduit cette question il y a à peu près une dizaine d'années, 10% d'expérimentateurs de cannabis et entre 0,5 et 1% de consommateurs actuels. La question moderne, je dirais, c'est évidemment la question du CBD, puisque un certain nombre de personnes âgées consomment du CBD, mais encore faut-il connaître le mode d'usage, puisque assez souvent c'est consommé en huile essentielle. Et puis la question des jeux d'argent est assez prégnante chez les seniors, puisque donc on retrouve 13% des personnes âgées qui sont des joueurs actifs. C'est la classe d'âge qui est la plus active. Et dans ces 13%, et dans cette classe d'âge de seniors, il y aura 1% de jeux problématiques. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Voilà, je vous les ai fait très rapidement et synthétiquement. Maintenant, quelques éléments sur l'alcool, puisque effectivement, c'est quand même l'enjeu le plus important et il y a pas mal d'obstacles à l'accès aux soins. Alors, aux urgences de l'hôpital, on se retrouve souvent une fois sur deux avec une ivresse. Une fois sur 5, c'est un syndrome de sevrage. Et une fois sur 10, c'est un trouble de l'humeur en lien avec la consommation d'alcool. Donc, il faut y penser, et même sur l'ivresse, il faut y penser. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur les alcoolémies aux urgences, et il n'est pas rare de trouver des alcoolémies positives chez des seniors et des grands seniors. Donc, sur les alcoolisations aiguës, donc, il y a 5% des ivresses éthyliques aiguës qui sont hospitalisées. Et sur ces ivresses aiguës, 87% dans le cadre de mésusage de la consommation d'alcool. Pour les hospitalisations pour troubles liés à l'alcool, 11% des 65 ans, 11% des hospitalisations après 65 ans sont en lien avec ça et 6% après 75 ans. Et donc ça, c'est pour l'hôpital. Et dans les institutions, c'est beaucoup plus flou puisque vous voyez que la fourchette des troubles liés à l'usage d'alcool se situe entre 20 et 40%. Et donc, c'est une fourchette très, très large et peut-être qu'il y a des travaux à faire dans toutes les institutions pour voir un peu où on en est. Mais c'est vrai que c'est un peu tabou, comme vous disiez en introduction, d'aller chercher ça. Juste une petite précision. Quand vous dites aux urgences, présentation du mésusage, donc 1 sur 2 c'est l'ivresse, c'est par rapport au nombre de personnes âgées qui arrivent aux urgences? Non, c'est Non. par rapport aux problèmes de mésusage d'alcool qui arrivent chez les seniors et qui arrivent aux urgences. D'accord, ok. Alors, pour ce qui est des troubles psy, donc c'est très en lien, puisque de toute façon, c'est toujours en lien, même y compris chez les adultes. Donc, un trouble psy associé une fois sur 3, la dépression est multipliée par 3, les risques suicidaires sont multipliés par 16 chez les personnes âgées. Donc, voilà. La confusion est très présente, mais la confusion, c'est un signe qu'on peut retrouver
dans toutes les phases de l'usage d'alcool, que ce soit l'ivresse, que ce soit la consommation chronique ou que ce soit le moment du sevrage. Donc, c'est un signe à prendre en compte. Peut-être que je n'ai pas dit aussi, c'est l'ivresse, c'est un signe, ce n'est pas un signe de gravité, c'est un signe qui doit nous faire dire attention, il faut que j'aille chercher et prendre en charge ça. Et puis le risque de troubles cognitifs et d'Alzheimer est multiplié par 2 lorsqu'il y a des consommations d'alcool. Et encore une fois, des consommations d'alcool qui ne sont pas forcément très importantes. Ce n'est pas les consommations massives qu'on peut retrouver chez les adolescents, par exemple. Par rapport à ces consommations d'alcool, justement, le seuil qu'on a de Santé publique France par rapport à des consommations, on va dire, Je vais y venir sur entre guillemets. je vais trop vite. Non, je vais y venir, il n'y a pas de problème, c'est une question qui est compliquée à définir. Ouais. L'évolution du comportement avec l'âge, donc après 60 ans, il y a une réduction spontanée. Pour ceux qui connaissent des seniors, vous voyez bien comment ça se passe. On a de plus en plus d'abstinents, puisqu'il y a 40% des seniors qui sont abstinents contre 10% dans la population générale. Mais il y a une augmentation de la consommation de psychotropes. Et on a 2 types de mésusage d'alcool, soit des personnes qui avaient déjà un mésusage d'alcool et qui va se poursuivre, voire peut-être s'aggraver dans la vieillesse. Donc, des personnes qui ont déjà un parcours de soins, qui ont déjà une expérience autour de ça. Donc, c'est 2 tiers des cas. Mais à partir de 55, 65, 65, il y a des personnes qui commencent un mésusage d'alcool. Et donc, c'est 1 tiers des cas. Donc, il faut s'en méfier. Je vais vous parler, par exemple, de cette dame avec le muscat pour s'intégrer à un groupe qui est devenu après un problème pour elle. Alors, la réponse à la question qui était posée précédemment. Donc, quel conseil pour nous donner sur une consommation d'alcool à moindre risque à partir de 55 ans? À partir de 55 ans. Alors, il faut abaisser les quantités chez les seniors, même s'il n'y a pas de complications, il n'y a pas de traitement, même s'il n'y a pas de pathologie évolutive. Et donc, ce qui est dit, c'est autour de 1 verre par jour et moins de 2 à 3 lors d'événements avec 2 jours sans rien dans la semaine. Donc, vous voyez qu'on est vite dans des quantités qui sont, alors je le précise, c'est des conseils pour ne pas avoir une surmorbidité. C'est ça, hein? Ce n'est pas des conseils pour ne pas être dépendant. C'est des conseils par rapport à l'apparition de pathologies qui seraient plus importantes à cause de la toxicité de l'alcool. Toujours moins pour la femme que pour l'homme, même si dans les dernières recommandations de Santé publique France, effectivement, il n'y a pas de distinguo. Et pour un sujet de plus de 80 ans avec une pathologie et un traitement, c'est moins d'1 verre par jour, voire 0. C'est compliqué, ce n'est pas encore une fois une interdiction, c'est un conseil. Et donc, connaître ces éléments-là, c'est aussi pouvoir informer les personnes pour qu'elles aient ces éléments-là. Si les seniors diminuent leur consommation, c'est qu'ils se rendent compte, évidemment, que ça a des effets, notamment sur la mémoire, sur l'équilibre, et que d'eux-mêmes, ils diminuent. Alors, la difficulté de repérage du trouble. Réticence du soignant pour aborder la question. Et donc, on retrouve donc la question des représentations. La grande question qui est on ne va pas leur enlever leur dernier plaisir. Je me souviens d'une rencontre qu'on avait eue avec des professionnels d'EHPAD, mais aussi avec des addictos. Et une collègue addicto qui dit « Ah, mais moi, il n'est pas question qu'on m'enlève le vin quand je serai dans un EHPAD, si jamais je suis dans un EHPAD. »
il n'est pas question, il faut que je garde ce dernier plaisir. Donc, elle-même était dans cette représentation-là pour elle-même, et c'était très, très affirmatif et difficile. On discutait de la mise à disposition de vin sur les tables au moment des repas. Moi qui suis aussi Senior? médecin en EHPAD, Ah oui? médecin coordonnateur, je l'ai été quelques années là. Eh bien, c'est vrai que c'est vrai aussi pour d'autres drogues, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour des gens qui me disent bah moi il n'est pas question que j'arrête de fumer parce que j'en ai plus pour longtemps. Voilà, alors c'est un choix cornélien, j'allais dire. Hein, on peut aussi le comprendre parfois. Oui. Alors, effectivement, parce qu'on n'est pas là pour être hygiéniste, hein. On est là pour accompagner les gens pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Et donc, toute la difficulté, c'est effectivement quel type de dialogue on peut engager, que ce soit sur le tabac ou sur l'alcool, sur qu'est-ce que je vais gagner de plus ou pas à diminuer ou à arrêter. Après, s'il n'y a pas de gêne pour la communauté aussi, c'est important, Oui, pour les autres résidents. tout à Oui. fait. La question collective est importante. Alors, moi, je ne vois pas ce qui est marqué là-haut. Pourquoi ça? Bon. Vous Alors, la essayez de difficulté du repérage, c'est que cette consommation, ce trouble de l'usage de boissons alcoolisées, il est masqué par des polypathologies. On retrouve à peu près les mêmes tableaux. Fréquemment, il y a de la dépression et des troubles cognitifs. Il y a des altérations qui peuvent être confondues avec des affections organiques. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, là, c'est qu'il y a peu de troubles à l'ordre public chez les personnes âgées ayant des ivresses ou des comportements dus à la consommation d'alcool. Et ces conséquences, elles sont surtout individuelles, assez peu dérangeantes, sauf en institution, effectivement, mais ce n'est pas la majorité des personnes âgées qui se retrouvent en institution. Donc, des signes présents comme dans des grands syndromes gériatriques, les chutes, les troubles de la marche, la confusion, la dénutrition, la régression avec négligence, donc difficile d'aller se dire, ah ben tiens, il y a peut-être un problème d'alcool, il n'y a pas de marqueur biologique spécifique, encore moins chez les personnes âgées que chez les adultes, et donc c'est compliqué par les bilans biologiques. Et donc ce qui doit nous alerter, c'est la multiplicité des signes d'alerte. Je ne vais pas les citer, hein, vous les aurez tout à l'heure. Sauf pour l'alcool, pardon, excuse-moi, sauf pour l'alcool. Hein. J'ai eu un résident, il avait 400 unités de gamma-GT quand même. Donc, le marqueur biologique. Ben, oui, mais ce n'est pas spécifique. Tout à l'heure, je vais donner oui, enfin, pour l'alcool. un cas clinique. Et donc, parce que vous aviez l'information qu'il y avait l'alcool, vous avez rattaché les 400. Vous n'auriez pas eu cette information, ça aurait été un peu plus compliqué à aller chercher. Et donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué, même si y a des questionnaires, je ne vous les ai pas cités, mais il y a des questionnaires plus spécifiques pour l'alcool. Donc, l'important, c'est ouvrir le dialogue et ne pas hésiter. Et donc, ça se prépare, puisque même si une personne âgée s'interroge sur sa consommation d'alcool, elle n'en parlera pas. Elle a encore plus honte que le reste de la population. Et elle a encore plus peur du jugement. Voilà. Et donc, tout professionnel est capable d'aborder ce sujet, quelle que soit sa fonction. Encore faut-il que ça se prépare à l'avance pour être à l'aise et pouvoir poser ces questions de façon ouverte. Alors, il y a de multiples occasions pour aborder la consommation d'alcool. Lors d'une demande d'APA, de services à domicile, d'accompagnement familial, il y a même dans le PPS, le programme personnalisé de soins, une question, mais entre parenthèses. Donc, vous voyez que c'est assez caché, où on va retrouver alcool. Je ne vous l'ai pas mis, mais donc c'est un peu caché, mais il faut oser dire, lors de tout entretien pour faire le point sur le mode de vie, bon, évidemment, s'il y a des signes, s'il y a des soins,
Il y a aussi la demande pour certains professionnels de proximité, qui sont d'ailleurs très confrontés à ces questions-là, d'aller acheter. Et donc, que faire? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Quelles sont les consignes qui sont données par le service d'aide à domicile, etc. Enfin bon, voilà. Donc, c'est très important. Et de prendre en compte aussi l'entourage, puisque un certain nombre d'apports de ces consommations sont faits par l'entourage. Alors, des choses simples, ne pas confronter la personne à son problème. J'ai bien vu que vous avez un problème. Je viens de jeter un certain nombre de bouteilles. En ce moment, vous buvez beaucoup trop. Vous devriez vous arrêter de boire. Ça va ne faire qu'entraîner une dénégation. Non, non, c'est pas vrai, vous vous trompez, etc. Tout va bien, etc. Évitez d'utiliser les mots alcool, alcoolique, ivre, dépendant, puisque ça va relayer des représentations extrêmement négatives. Et donc, on va essayer plutôt de se montrer disponible, d'intégrer la consommation dans le mode de vie, le sommeil, l'alimentation, les médicaments, le tabac, avec des questions ouvertes. Alors, voilà quelques exemples. Pouvez-vous me raconter comment se passe votre journée type? Que buvez-vous pendant les repas? Que consommez-vous dans la journée comme boisson? De l'eau, du thé, du café, des jus? Et dimanche, ça se passe comment? Et ne pas hésiter à citer les différentes boissons alcoolisées, parce que dans la représentation d'un certain nombre, et même de nous, le vin, la bière, je ne sais trop quoi d'autre, le cidre, le poiré et d'autres, bah, ce n'est pas les alcools. Hein. Donc, les alcools, c'est le whisky, c'est la vodka, mais ce n'est pas trop connu par les seniors, mais voilà. Donc, il faut aller chercher ça. Alors, aider la personne âgée à situer sa consommation de boissons alcoolisées, ses habitudes, le contexte. Qu'avez-vous l'habitude de boire? Nommer les boissons. Définir le sens. Qu'est-ce qui fait que vous buvez du vin? Qu'est-ce que cela vous fait? Pensez-vous que vous prenez du vin par plaisir, par habitude, parce que cela vous aide dans les moments difficiles? Et puis, les conséquences. D'après vous, quels seraient les côtés positifs de cette consommation, les côtés moins positifs? Est-ce que votre entourage vous a déjà fait des réflexions? Bon, vous voyez qu'on retrouve des questions qui ressemblent au questionnaire type chez les adultes. Hein. Que l'on fait en tabacologie aussi. Et voilà. Alors, informer, c'est ce que je disais, c'est important, parce que qu'est-ce que la personne âgée connaît des risques liés à la consommation? Prendre en compte les plaisirs, c'est important, et les effets positifs d'une consommation, et les mettre en balance avec les dangers et les risques. Et puis, il faut construire les informations. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir et se préparer à ça pour effectivement donner des informations mesurées. Donc, les interactions en lien avec l'âge, avec l'état de santé, avec les médicaments, les repères de consommation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les mécanismes de la dépendance qui peuvent s'installer. Et puis, parler de l'intérêt peut-être d'une réduction de la consommation pour la santé, la qualité de vie, puisque c'est ça qui est important, ce n'est pas le caractère, encore une fois, hygiénique de l'interdiction, c'est comment je vais regagner un meilleur confort de vie. Alors, une petite vignette clinique rencontrée par un gériatre dans une consultation hospitalière. Donc, c'est une personne âgée, c'est un homme de 83 ans qui est orienté pour des troubles cognitifs. Il a eu 3 chutes, dont une avec perte de connaissance et une avec hypotension. Une maladie hépatique évoluée sans rapport avec la prise d'alcool. C'est ce que j'évoquais là tout à l'heure. Hein. Et donc, plusieurs épisodes d'encéphalopathie hépatique à l'occasion du traitement, d'infection, et il est sous immunosuppresseur. L'épilepsie est traitée,
et une démence est diagnostiquée depuis 2 ans par un neurologue. Ce jour, à la consultation, il y a un débit verbal très important, familier, une voix plus pâteuse qui attire l'attention du consultant. Et donc, le dialogue pendant la consultation, donc, y a-t-il eu des modifications de traitement? Quelles sont les aides? Quelles sont les rééducations que vous avez à la maison? Les boissons, est-ce que vous consommez du vin? Je bois donc un verre à chaque repas, soit 2 par jour, et puis 2 à 3 babas au rhum, auxquels je rajoute du rhum et beaucoup de crème fraîche. Sa femme présente, rajoutant, avant, il n'en buvait pas, il ne rajoutait pas de rhum. Il a le moral très bas. Au total, donc je vous le fais rapide, puisque ces consultations durent longtemps quand même, un état dépressif avec une perte d'autonomie, de l'alcool qui lui permet de mieux vivre, dit-il, des conséquences, donc notamment les chutes, la réactivation d'épilepsie, quelques troubles du comportement avec des périodes agressives, et donc une information autour de ça pour ce monsieur, autour des conséquences donc dues à ces boissons alcoolisées et notamment ce rhum qui est rajouté, et donc le traitement qui est modifié et une prescription entre guillemets d'activité de loisirs pour le confort de vie. Alors, c'est très synthétique et schématique, ça paraît voilà, un peu magique, mais très clairement, l'apport d'informations, je pense à un autre monsieur âgé aussi, ayant un très haut niveau d'études, professeur d'université, qui lui était plutôt dans des consommations de whisky, 2-3 le soir, et qui venait consulter pour des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, des difficultés de concentration. Et l'information donnée que cette consommation un peu trop élevée par rapport aux conséquences mnésiques a fait qu'il a pu de lui-même réajuster ses consommations. Et pourtant, quelqu'un ayant un haut niveau de formation. Voilà, donc c'est la question de l'intervention brève, qui, vous savez, la difficulté de l'intervention brève, c'est d'y croire en tant que soignant et intervenant, parce qu'on a tous eu dans la tête que pour changer, il fallait s'y prendre longtemps, et donc on se rend compte que finalement, non, c'est la rencontre qui permet de changer, et parfois, c'est cette intervention brève qui va aider la personne à modifier son comportement. Vouloir préserver la dignité et le bien-être d'une personne âgée, c'est se préoccuper d'un éventuel problème d'alcool plutôt que d'ignorer ce problème sous prétexte de l'âge. Donc, amélioration de la qualité de vie est évidente avec un changement d'usage des boissons alcoolisées. Donc, pas toujours simple de relier les signes cliniques. Alors, je ne vous ai pas parlé des tests, des questionnaires validés, parce que je ne voulais pas faire trop long non plus. Il y a des questionnaires, le MAST-G, mais qui sont extrêmement longs. D'autres utilisent l'audit, qui pourrait être qui est utilisé aussi chez les adultes. Mais mieux vaut explorer la consommation déclarée de boissons alcoolisées que des tests qui servent plus à la recherche et aux études et qui sont difficiles à utiliser en pratique courante. Fragilité, donc les conséquences, et puis entendre la souffrance, effectivement, vis-à-vis de la perte d'autonomie. Bon, tous ceux qui sont en contact avec les personnes âgées, les seniors, connaissent cela. Voilà les éléments. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué là, dans les EHPAD, et puis donc le collègue là, y a travaillé. Donc, cette question de la mise à disposition des boissons alcoolisées au moment du repas, c'est toujours très, très compliqué à discuter et à voir comment on peut se débrouiller autrement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a, j'allais dire, des mauvaises solutions qui sont mises en jeu, notamment faire couper le vin
Hein, donc, on couper le vin et mettre de l'eau. Ce qui fait que sur une personne qui a un problème de dépendance, eh ben, on va risquer le prêt d'été ou donner des vins sans alcool, mais même si ce n'est pas encore très développé. Et donc, il y a d'autres attitudes qui sont plus adaptées. Donc, ne pas mettre à disposition, mais sur demande, puisqu'en fait, on se rend compte que si on met le quart de vin sur la table collective de 4 ou 5, ben, il y en a peut-être un ou deux qui ne vont pas en boire, et puis les autres, ils vont en boire plus. Et voilà. Et donc, plutôt avoir des attitudes personnalisées. Mais c'est vraiment... Cette question-là est très compliquée. Alors, le tabac, parce que c'est quand même... je vais le faire très, très vite. Le problème du tabac, c'est qu'en fait, on ne propose pas aux personnes âgées, ou très peu, l'arrêt du tabac. En se disant, bon non, c'est trop tard, ça ne va pas servir à grand-chose, etc. Or, en fait, il y a quand même un gain important à arrêter le tabac. Donc, les fumeurs disent qu'ils n'ont jamais reçu de conseil une fois sur 3. Il y a des faibles croyances dans le bénéfice de l'arrêt, de crainte donc des substituts nicotiniques, notamment des patchs. Moindre toxicité des formes light, c'est une croyance chez les personnes âgées, mais parce qu'il y a eu des publicités de leur époque. Faible confiance en soi pour arrêter. Et puis les soignants, donc on vient de l'évoquer, donc une difficulté à proposer. Quand on regarde quelques études sur le sevrage, il y a les mêmes résultats que chez les jeunes. Le facteur péjoratif, c'est le problème d'orientation dans le temps. Donc, s'il y a problème d'orientation dans le temps, ben, ça va être un peu plus compliqué. Et puis surtout, c'est très, très important de repérer le risque dépressif pour prévenir le suicide à l'arrêt du tabac. On n'est pas assez, j'allais dire, attentif à ça. Une petite anecdote, encore une fois. Donc, un monsieur très âgé, en USLD, en unité de soins de longue durée, qui vient de rentrer. Donc, le problème de l'alcool a été dépisté, donc pris en charge. Donc, il n'y a pas eu de difficultés au niveau délirium très mince. Et puis, donc sa femme vient le voir, etc. Et puis, en quelques jours, il décompense. Donc, il devient très agité, très agressif, etc. Et donc, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, après une recherche très importante, eh ben, ils se rendent compte, les soignants, que madame ne lui apporte plus son tabac. Et donc, il a un sevrage, alors ça rentrait dans une histoire de couple, évidemment, de relation de couple, où le rapport de domination changeait. Et donc, il a décompensé parce que sevrage brutal de tabac non accompagné. Et donc, rapidement, à ce moment-là, les soignants ont prescrit donc, les substituts nicotiniques qui ont fait rentrer les choses dans l'ordre. Donc, être très, très attentif à ça. Bon, problème de santé. Alors, proposer le programme de sevrage lorsqu'il y a des problèmes de santé importants, lorsqu'il y a un niveau de détresse psychologique élevé et chez des personnes motivées. Donc là, ça semble évident, même si le contexte paraît trop grave. S'il y a peu de problèmes de santé, une précarité psychique et pas trop d'envie, ben c'est d'abord, comme toujours en addictologie, une action motivationnelle pour ensuite proposer donc le sevrage. Les substituts nicotiniques en première intention, en deuxième intention, possible d'utiliser la varenicline, et puis attention au bupropion chez les personnes âgées, il y a des risques à l'utiliser. Bon, je le fais très très vite, hein. Il y a je fais des choses aussi sur la publicité de l'époque dans les années 70. C'était la norme hein, de fumer. Le fait que les femmes se sont mises à plus fumer. Et alors que quand ils rentrent en établissement, ben, c'est plus la norme, c'est le facteur d'exclusion. Donc, faut quand même être très, 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 très vigilant. Quelques mots sur les jeux pathologiques. Alors, les personnes âgées, c'est une cible de choix pour les opérateurs.
notamment dans les maisons de retraite et autres, il y a des démarchages collectifs avec minibus qui viennent amener les personnes âgées, repas au casino, et sous couvert de programmes d'entraînement cérébral et de jeux culturels. Et dans les casinos, les machines à sous, donc qui sont quand même l'outil qui rapporte le plus au casino, eh ben, ils ont 41% d'inactifs et la moitié, c'est des retraités. Et le sujet est un groupe à risque en matière de jeux pathologiques. Parce que, surtout si c'est une activité d'évasion, donc de type anesthésique, là, on rentre dans une typologie de joueurs pathologiques. Et attention à certains antiparkinsoniens qui vont favoriser des troubles du contrôle des impulsions, mais ça, les spécialistes connaissent bien et informent là-dessus. Ça va très très vite, les problèmes sociaux avec les jeux, donc il faut vraiment être très vigilant. Tu parlais des casinos, mais il y a aussi le PMU, le bureau de tabac. Le kéno, les jeux, les grattages, tout ça. Ouais, personnes âgées qui allaient dépenser plein d'argent tous les jours. Enfin, oui, alors en plus, sur les questions de le tiercé, etc., le quarté, machin, puisque quand vous rentrez dans un PMU, il y a toujours des courses de chevaux qui tournent. On a toujours l'impression et la fausse croyance que parce que je suis un spécialiste des courses, c'est plus un jeu de hasard. Il y a une partie où je vais m'en sortir, je gagne, et ce qu'on retrouve dans les paris sportifs, BetClick et autres, pour pas les citer, où les gens disent non, mais moi j'arrive à me faire de l'argent, etc. Donc cette croyance-là, cette fausse croyance des joueurs qu'il faut pouvoir accompagner. Pour terminer, donc quelques pistes de travail. L'alcool est le dernier plaisir à travailler. Alcool et souffrance psychique, les conseils de diminution, la proposition de soins spécialisés. Ne pas oublier les autres addictions. Alors, tabac, médicaments, jeux, toxicomanie. Vous avez cité en introduction les opiacés, je l'ai donné dans quelques vignettes cliniques. J'ai cité aussi la cocaïne, ce qui peut paraître très étonnant, mais comme on vient d'avoir un article, je ne sais plus dans quel journal, nous parlant de l'explosion de la cocaïne actuellement, ça va se retrouver aussi chez les personnes âgées, évidemment. La relation de confiance, et puis pouvoir avoir des contacts avec la filière gériatrique pour avoir ce bilan global et une filière gériatrique qui est déjà, j'allais dire, avec une recherche autour des consommations qui permet de mieux repérer les choses. Et le parcours addictologique est prise en charge globale, et on se retrouve finalement avec des similitudes entre l'accompagnement gériatrique et addictologique. Vous voyez que ce schéma-là, on peut le retrouver dans les deux disciplines sans aucun problème. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir créer des ponts avec la filière gériatrique. Voilà, j'ai essayé de faire très très vite pour vous laisser le temps de discuter ensemble après cette première présentation. Merci déjà pour cette présentation bien complète. Moi, j'avais juste une petite question, alors en attendant que peut-être d'autres personnes viennent poser des questions par rapport justement à la prévention, par rapport aux médicaments. Qu'est-ce que vous pensez du naloxone pour les personnes âgées en prévention? Est-ce que ça serait intéressant de travailler autour de cette question pour… Alors, question ouverte. Dans les médicaments, il y a deux classes de médicaments, les psychotropes, benzodiazépines et autres, qu'on va retrouver dans les armoires à pharmacie des personnes âgées. Et puis, il y a tout ce qui concerne les antalgiques.
Tramadol, Contramal, Oxycoton, etc., Oxycodone, etc. Effectivement, ça me paraît important de pouvoir travailler sur apporter cet élément de l'analoxone. Les anglo-saxons le font systématiquement lorsqu'il y a une prescription d'antalgique opiacée. C'est-à-dire que le pharmacien, systématiquement, va apporter le médicament opiacé et l'antidote et va donner les informations à la personne et à l'entourage autour de l'utilisation de l'antidote. Donc, je pense qu'il y aurait un travail à faire. C'est vrai que ça nécessite de changer les représentations, encore une fois, de travailler sur nos représentations, parce qu'on a positionné en France cet antidote de l'overdose aux opiacés sur les toxicomanes, de façon, j'allais dire, par les services spécialisés et autres, alors que ce n'est pas seulement eux qui font des overdoses. Donc, je pense que ce serait intéressant de pouvoir, au-delà de la question des addictions, dans tout traitement antalgique opiacé, de pouvoir proposer l'analoxone, d'autant qu'on a maintenant, sans nommer donc la nixoïde, qui est un spray nasal, donc j'allais dire encore moins de représentation que l'intramusculaire en injection. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si tous les participants connaissent du coup ce que l'analoxone, ce que c'est, s'il y a besoin peut-être de repréciser. Alors, naloxone, c'est l'antidote de l'overdose aux opiacés. Donc, on a actuellement disponible pour toute personne le prénoxade, donc soit sous ordonnance et remboursé, soit disponible à l'achat direct en pharmacie, alors que le nixoïde, qui est un spray nasal, n'est que sur ordonnance. Alors, c'est un élément très technique, administratif, c'est que la nixoïde a une autorisation de mise sur le marché européenne et donc obligation d'ordonnance. Le prénoxade a une autorisation de mise sur le marché française et donc pas besoin tout le temps d'ordonnance. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Si vous voulez, je ferai passer dans le mail qu'on enverra avec le replay une affiche justement sur l'analoxone avec les recommandations, etc. Je vous la ferai passer en plus pour que vous ayez les infos. Alors, il y avait une question aussi. Pour venir sur des traitements pour les produits toxiques plus courants, tabac, alcool, les antidépresseurs, simplement, vous avez parlé de la varenicline, mais le bupropion, mais aussi la mirtazapine, par exemple, peut être le séroplex peut être un traitement antidépresseur intéressant chez les personnes âgées, je pense. La mirtazapine, oui, certes, parce que ça peut même aider à un meilleur sommeil le soir. Séroplex, je suis un peu plus réservé parce qu'il y a des risques cardiaques et donc on n'aime pas trop l'utiliser, nous, j'allais dire, en service spécialisé et notamment au programme méthadone par rapport à cette question du risque cardiaque. Mais bon, sinon, effectivement, c'est très important en tout cas de prendre de détecter la dépression et de la prendre en charge parce que derrière, il y a le risque suicidaire qui est très présent et donc il faut vraiment être attentif. Sur l'analoxone, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant à effectivement le proposer plus systématiquement, y compris, j'allais dire, au-delà des personnes âgées. Ah oui, complètement. Voilà. Il y a un élément aussi, peut-être, mais alors je ne sais pas comment le traiter, ça, c'est de faire le ménage dans les pharmacies des personnes âgées, pour deux raisons. D'abord, pour éviter qu'eux-mêmes aient à disposition un certain nombre de médicaments qui paraissent bénins et autres, hein, le Doliprane, des pharmacies complètes de Doliprane chez les personnes âgées, depuis en plus qu'on dit qu'il y a peut-être
un risque de manque de Doliprane, mais surtout aussi par rapport à la capacité entre guillemets, d'avoir et de connaître pour des jeunes un certain nombre de produits à travers la pharmacie des personnes âgées. J'en parle parce que j'ai une histoire récente d'un jeune de 12 ans qui nous est arrivé dépendant aux opiacés, à 12 ans, et il avait pris donc de l'Oxycontin dans la pharmacie de la grand-mère. Voilà, donc oui, en effet, oui. vraiment, il faut être très, très, très vigilant parce qu'il y a des choses qui traînent, notamment après le décès des personnes. Hein. Voilà. On avait une question aussi de Michel. Oui, vas-y, Michel. Oui, alors on a deux questions là, parce qu'on est trois, donc on va avoir deux questions. Donc on en avait une sur est-ce qu'il y a des liens qui ont été étudiés entre les violences intrafamiliales, enfin petit vieux, et notamment envers les femmes, et l'alcool. Et la deuxième question, je ne me rappelle plus, mais on va déjà avoir votre réponse. Non, c'est pas grave. Ça m'est venu après. Compliqué là votre question. Oui, enfin la relation de couple est très en lien avec les consommations et les consommations d'alcool ou d'autres choses d'ailleurs. Hein. Donc et dans ce qui est particulier, j'allais dire chez les personnes âgées, même si je suis pas un spécialiste important, mais l'histoire tout à l'heure que je vous ai donnée là sur le petit vieux là qui n'avait plus son tabac, c'est une revanche sur la domination qu'il y avait eu avant, quoi. Hein. Donc cette relation de violence qui était de l'homme sur la femme s'est retournée à partir du moment où il a perdu son autonomie, et donc c'est à repérer tout ça parce que c'est vraiment voilà, il faut vraiment repérer tout ça, notamment par rapport aux conduites addictives. Alors après, dans les histoires des patients en général, et pas forcément âgés, la question du climat de violence, du climat délétère dans l'entourage familial, favorise les consommations anesthésiantes, et notamment d'alcool, puisque c'est le plus disponible. Je n'ai pas forcément bien répondu à votre question, hein, mais bon. Si, très bien. Et l'autre truc, en fait, c'était effectivement pour rebondir sur les histoires de médicaments chez les personnes âgées. Effectivement, on n'arrête pas de voir des jeunes qui utilisent, et notamment du tramadol qui est galvaudé en ce moment. Et le nombre de jeunes qu'on retrouve dépendants au tramadol parce qu'ils le piquent chez la grand-mère, c'est quand même… au moins la grand-mère ne le prend pas, celui-là, mais c'est vrai que c'est problématique pour les autres. Quoi. Oui, je pense que le tramadol, on a banalisé cette prescription et en fait, on se retrouve avec des difficultés à l'usage, des dépendances, mais aussi des détournements de consommation, vous le savez, hein, puisque le tramadol, il a un effet un peu booster, et donc il y a des personnes qui vont prendre du tramadol non pas contre la douleur, mais seulement pour se mettre en route le matin, voilà. Et donc, c'est ce que découvrent effectivement certains jeunes. En plus, il y a des séries télévisées qui expliquent ça bien. Donc, puis on retrouve des dépendances. On retrouve des dépendances purement induites, hein, après chirurgie orthopédique, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ou des réminiscences aussi d'anciennes dépendances qui vont se retrouver. Voilà. Mais c'est très compliqué à prendre en charge des consommations de tramadol massives, Contramal ou autres, très très compliqué, y compris en traitement de substitution. Il y a des échappements extrêmement faciles et difficultés à prendre en charge. Il nous reste quelques petites minutes s'il y a éventuellement encore une ou deux questions. Je pense qu'on a le temps encore d'y répondre.
Et puis, besoin de précision sur certaines notions. Alors, voilà, moi, je me questionne sur comment aider une personne âgée qui a des troubles cognitifs à gérer ses consommations d'alcool, sachant que leur vie à un certain stade de la maladie est rythmée un petit peu par les pertes de mémoire. Il faut l'évoquer, ça, le lien entre la consommation de boissons alcoolisées et l'augmentation des troubles cognitifs. C'est déjà une information à pouvoir donner très clairement. Et c'est pour ça que je disais, il faut se préparer à l'avance, c'est-à-dire, y compris peut-être avec des jeux de rôle et autres, parce que c'est pas si facile que ça. On est vite dans la prescription, dans des choses comme ça, il faut faire, il faut aussi, enfin, etc. Alors que là, c'est plus donner de l'information pour augmenter la qualité de vie. Donc, je pense que chez cette personne, je n'ai pas très bien compris la situation, mais j'ai l'impression qu'il y a un trouble de l'usage d'alcool et en même temps des troubles mnésiques importants. Et donc, l'association des deux renforce les troubles mnésiques. Donc ça, c'est un élément qu'il faudrait donner. Le trouble mnésique renforce les consommations aussi. Par oubli de… Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, par oubli de ce que j'ai consommé, oui. Voilà, tout à fait. Alors, c'est là où il y a des questions éthiques, hein, parce que… C'est ça, je voulais en venir là, en fait. on serait presque… Là, ce que je disais tout à l'heure sur l'ajout d'eau dans du vin, etc. Ou substituer le vin, mettre du vin sans alcool, par exemple. Bien sûr. C'est une vraie question éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça sans trop gruger, entre guillemets. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Merci. Il y a des bières sans alcool qui sont excellentes. Oui, c'est vrai. Oui. Vous pouvez les citer. Jade, par exemple. Jade. Non, mais amusez-vous, vous, personnellement, à servir un champagne sans alcool à un anniversaire, et vous verrez les réactions. C'est assez étonnant. On fait plus tellement la fête. C'est pas… Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pourtant. Hein? Et pourtant. Mais non, mais la question que vous posez, c'est une question éthique importante. Hein. Jusqu'où on va dans l'accompagnement et dans ce que nous pensons être bon pour l'autre. On a une dernière question. Oui. Du coup, c'est Arnaud. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Arnaud Vezin, je dirige un petit laboratoire pharmaceutique qui vient de lancer la buprenorphine à libération prolongée. On s'intéresse, nous, à des populations particulières pour lesquelles les données sont pas forcément très présentes. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la visibilité de ces populations. Et je lisais le plan addiction, le dernier, donc celui qui va s'achever cette année, et je voyais que les personnes âgées étaient beaucoup associées aux personnes handicapées et personnes en difficulté sociale. Il n'y avait pas vraiment d'action qui avait été identifiée pour ces personnes-là, et je me demandais quel type d'action il serait bien d'envisager pour le prochain plan addiction concernant ces personnes âgées. C'est à moi que vous posez la question. Donc, est-ce que ça serait sur la visibilité? Est-ce que ça serait sur justement avoir plus de données pour savoir où est-ce que la prévention serait la plus efficace? Est-ce que ça serait sur les types d'addiction? Parce que sur le dernier plan addiction, encore une fois, on parle beaucoup de l'addiction au jeu. Il n'y a pas toutes les autres addictions dont vous avez parlé. Donc, je me posais la question de savoir quel type de recommandations les autorités pourraient avoir sur cette population en particulier. Je ne sais pas trop répondre à votre question. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est y compris entre guillemets, la spécialité addicto, il faut qu'elle se penche, enfin, elle soit… parce que quand on parle addiction, on pense jeune, très souvent. Prévention des addictions, c'est les jeunes, etc., etc.
Alors que là, il y a quand même tout un champ à explorer et surtout à être attentif et accessible. C'est l'accessibilité qui est importante et permettre… je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça me vient en tête comme ça. Une dame de 80 ans qui est venue pour s'arrêter de son Lexomil. Alors, elle était dans la salle d'attente, au milieu, évidemment, des représentations que vous pouvez avoir en tête, SDF à chien et autres et autres. Et donc, moi, à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi vous venez ici, madame? Vous êtes bien des spécialistes de la dépendance et de l'addiction. Je suis dépendant de mon Lexomil, donc je viens m'adresser à des spécialistes. Et donc, ça ne la gênait pas, même si moi, j'étais un peu en gêne par rapport à ça. Et donc, j'ai accompagné cette dame pendant plusieurs mois pour qu'elle arrête son Lexomil. Et donc, c'est ça qui est important, je trouve, c'est qu'on puisse être le plus accessible possible pour que les personnes puissent faire ces démarches-là facilement au-delà des représentations. Et donc, c'est compliqué, ça. La question des représentations, elle est toujours, tout le temps à l'œuvre, qui qu'on soit, y compris addictologue. On est pétri de tout ça. Donc, je pense que c'est plus de ça dont il est question, l'accessibilité. Comment être accessible? Et dans des réflexions, j'allais dire, gouvernementales, ils font, j'allais dire, par tiroir. Or, c'est bien aussi d'avoir, c'est ce qu'on essaie, nous, en tout cas dans le XAPA et dans le réseau, c'est d'avoir ce maillage et cette réflexion intergénérationnelle aussi. C'est important. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre par rapport à votre question qui est très, très, très large. Merci, merci. Moi, je pense que chez les personnes âgées, 3 mots, c'est surtout alcool, tabac, et puis effectivement les drogues qui rendent dépendants, effectivement. Et puis, il faut savoir quelles sont les conséquences de ces consommations par rapport au vieillissement en général. Alors, la dernière petite remarque, après on arrête parce qu'on a déjà dépassé le temps. Est-ce que les équipes mobiles pourraient être une première réponse à l'accessibilité dans le chat? Oui, bien sûr. Alors, dans l'hôpital, donc le XAPA fait partie du département d'addictologie et il y a une équipe de liaison. Et effectivement, cette équipe de liaison permet, à la demande des autres services, de repérer, de prendre en charge et d'orienter au mieux les personnes en proximité et notamment les personnes âgées. Oui, tout à fait. Alors, il y a pour cette équipe, elle a beaucoup travaillé, par exemple, avec les neurologues autour des accidents vasculaires cérébraux et comment prendre en charge et accompagner l'arrêt du tabac, puisque c'est quand même un enjeu phénoménal, mais aussi la question des antiparkinsoniens et autres. Voilà. Donc, oui, bien sûr que les équipes de liaison sont un outil formidable pour permettre encore plus l'accessibilité. Ils vont à la rencontre, mais ça veut dire aussi cette question-là de aller vers, qu'on retrouve pour d'autres, elle se pose aussi pour nos institutions, c'est-à-dire le XAPA, il est en contact avec, il va vers des lieux, par exemple, de précarité, etc. Bon, après, c'est la question des moyens. Je ne vais pas vous la faire. Vous la connaissez comme moi. Oui, parce qu'en termes d'accessibilité, nous, pour le coup, à Apt, nous sommes très, très limités. En fait, au niveau de l'offre de soins, c'est zéro, quoi. On a une infirmière en addictologie, on n'a pas d'addictologue, pas de psychiatre. Il n'y a pas d'équipe mobile non plus sur… Il n'y a pas d'équipe mobile non plus. Voilà, c'est les inégalités, quoi. Exactement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est déjà bien. On va finir sur cette belle dernière phrase. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, en effet. D'où l'intérêt d'avoir des réseaux comme les nôtres qui maillent sur le département et les départements.
Et je crois que c'est très important d'avoir comme ça une possibilité un peu partout d'avoir accès à des soins un peu spécialisés. Alors, ne me lancez pas sur ce terrain-là parce que je vais durer. Madame Soulet le sait. Donc, nous, effectivement, on a un réseau qui existe depuis 20 ans, où on essaie de mailler, d'explorer, on parlait des handicaps. Donc là, on a fait une journée départementale sur handicap et addiction. Mais le souci, c'est nos financeurs, hein, puisque cette année, l'ARS ne finance plus le réseau 34 Addictologie, ayant comme option nationale de financer, mais vous le connaissez de votre côté, les dispositifs d'appui complexes et toute la machinerie qui est autour de ça. Et donc, on fait disparaître le mot réseau. Et puisque voilà, et donc moi je trouve qu'effectivement avoir cette approche réseau, là cet après-midi j'ai un groupe de paroles, de discussions avec des professionnels autour de addiction et précarité. Il y a 20 personnes qui sont inscrites, donc il y a une envie beaucoup de se rencontrer, de parler, voilà, et c'est compliqué d'y arriver quand on n'est pas suivi derrière par des décisions nationales. Voilà, mon petit laïus. Merci à vous en tout cas. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, mais… C'était très bien. On a été très contents de vous recevoir en tout cas, et puis pour ma part de vous rencontrer aussi parce que je ne vous connaissais pas. Donc voilà, très, très contente d'avoir fait votre connaissance. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà débordé de presque. Il faut que je rende la salle à l'assistance sociale. Là. Voilà, en plus. Donc, merci à vous. On vous envoie les enregistrements du webinaire pour que vous l'ayez en replay. Ça sera disponible sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous fait passer le PowerPoint et je vous mets aussi le document sur l'analoxone, du coup, comme on l'a dit. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Au mois prochain, rendez-vous addiction et TCA. Au revoir. Bonne semaine, bon mois de mai à tous. Merci, au revoir.